Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue, j'allais dire, à la fin de la rétrospective des films de William Friedkin, qui a commencé il y a un peu plus de 15 jours, qui se terminera ce week-end, en particulier dimanche, avec la projection de L'Exorciste, où j'aurai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Toré pour une discussion après la projection de L'Exorciste. Le film que vous allez voir maintenant, c'est Sorcerer, le convoi de la peur. Je suis ravi d'accueillir Arthur Harari pour vous en parler, pour vous présenter le film. C'est un film auquel il tient beaucoup. Arthur Harari est réalisateur, cinéaste. C'est lui qui a réalisé Diamant Noir, Onoda. Il est aussi co-scénariste d'Anatomie d'une chute. Et bien sûr acteur aussi dans le procès Goldman. Tout ça a eu lieu en 2023 pour les derniers titres cités. Voilà. Ben, tout de suite, Arthur, je vous cède la parole pour dire quelques mots d'introduction de Sorcerer, Convoi de la peur, sorti en 1977. Merci beaucoup, merci de cette proposition. C'est le film que je préfère, moi, de William Friedkin. Je ne vais pas en dire trop qui dévoilerait pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un remake. On va demander qui le voit pour la première fois. Ah, ça c'est super. Une majorité, j'ai l'impression. Donc c'est un remake du Salaire de la peur de Georges Clouzot. Et moi je pense que c'est sans doute un des remakes les plus passionnants de l'histoire du cinéma. C'est très rare, un des rares remakes qui soit un remake d'un grand film qui soit un grand film aussi. Et voilà, c'est un film que Friedkin fait après avoir fait ses deux plus grands succès, French Connection et L'Exorciste, à un moment où il est à peu près l'un des cinéastes les plus puissants d'Hollywood. C'est vraiment le cœur du Nouvel Hollywood. C'est le moment où, depuis quelques années, les cinéastes américains ont d'une certaine manière pris le pouvoir sur les studios, c'est-à-dire suite à la bascule qu'a constituée Easy Rider, et quelque chose s'est passé, et les dirigeants de studio comprennent que la jeunesse, la contre-culture, la culture jeune, enfin toutes ces choses-là leur échappaient, et qu'ils remettent pour un temps qui sera bientôt achevé, au moment où il fait son film, les clés des studios quasiment, enfin c'est un peu excessif, mais au réalisateur, et avec des succès phénoménaux, notamment de Friedkin, de Coppola, de Peter Bogdanovich, qui tous les trois vont créer un studio, je ne me trompe pas sur les noms, c'est bien les trois, dont le nom m'échappe. Moi aussi. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent, Filmmakers, je ne sais plus. Ces trois noms-là. Voilà, et qui, en tant que jeune roi, relativement jeune roi du Hollywood, a vocation, ce studio, à produire des films exceptionnels. Voilà, ils sont tous les trois une très très grosse tête à ce moment-là. Et notamment William Friedkin, qui a la réputation d'être non seulement quelqu'un de difficile, mais d'assez tyrannique et assez, à ce moment-là, je crois qu'on peut le dire, assez prétentieux. Il le dit lui-même dans son autobiographie, qui est vraiment un livre passionnant. Et il met tout en œuvre pour ce film-là, qui est vraiment un projet qui le fascine, qui le passionne, et dans lequel il va se perdre pendant plusieurs années, et qui est un des films les plus difficiles à faire de l'histoire du cinéma, et d'Hollywood. En fait, disons, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de l'histoire d'Hollywood, dans la mesure où c'est un film avec un budget monstrueux, parce qu'on lui permet, il a un accord avec un studio, je ne sais plus lequel, Paramount, je crois. En fait, c'est deux studios Universal et Paramount qui s'associent pour produire chose relativement rare, et on lui donne des moyens qui sont sinon illimités, en tout cas monstrueux, en se disant ce type a la formule du succès. Ce qui est très étonnant avec Friedkin, et c'est là où je voudrais en venir, c'est que ces deux films précédents, French Connection et L'Exorciste, sont des films d'une grande violence, d'une grande noirceur, extrêmement morbide, surtout L'Exorciste, et leur succès est quasiment en proportion inverse de cette dimension noire et violente, et négative. C'est vraiment un cinéaste négatif, Friedkin. Et donc, il veut surpasser encore ça en faisant, je pense que ça fait partie de son projet, le film le plus noir qu'il puisse faire. Je ne pense pas que ce soit un projet gratuit, il est authentiquement hanté par cette dimension-là. Et en fait, le film, pour moi, c'est ce qui anime le film et ce qui anime Friedkin, c'est une pulsion de mort. Hein, mais je pense que c'est son sujet. Tous ses films sont hantés par la pulsion de mort. Son premier long métrage, qui est un documentaire, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, qui s'appelle The People versus
Crump est un film sur un type qui est dans le couloir de la mort, et il prend fait des causes pour lui en essayant, par ce documentaire, de plaider la suspension de cette sentence. Et voilà, pour vous dire, à la fin de sa carrière, tout autant hanté par la question de la mort et de la mise à mort, il a fini par retourner son point de vue, et il est devenu, paraît-il, favorable à la peine de mort. Et notamment à travers un film dont le titre m'échappe, qui n'est pas un de ses meilleurs films, mais où il a voulu changer le montage, un film de fiction tardif, où il s'était rendu compte finalement en fait, il fallait mieux condamner à mort les assassins les plus terribles. Donc c'est quelqu'un qui est, de façon assez peu sympathique, entre autres, hanté par la question du mal, de la mort, de la mise à mort et de la pulsion de mort. Et ce film-là va au bout de ça, et en fait, il est hanté aussi par une pulsion d'échec, en fait. Donc le film ne marchera pas, après des innombrables déboires qui sont en grande partie liés au hasard et en grande partie liés à la personnalité extrêmement difficile et ingérable de Friedkin. Mais pas uniquement, il y a quand même il y a un livre absolument passionnant qui a été fait par Samuel Blumenfeld sur le tournage, toute l'aventure de Sorcerer qui s'appelle Sur le toit du monde, je crois, et où on passe en revue ce délire d'adversité qu'a dû affronter Friedkin, et on a l'impression qu'il le cherche, ou disons qu'en tout cas il s'affronte aux éléments soit pour rencontrer l'échec, soit pour l'affronter, le vaincre, enfin. Et en fait, le film finira par exister, je crois, avec un final cut total de Friedkin, sauf qu'au moment où il sort, il reste peut-être 2 semaines à l'affiche en exclusivité. C'est un échec cuisant, donc c'est vraiment le négatif inversé absolu de ce qui s'était passé sur ses films précédents, à la fois en termes de réception publique et critique, puisque le film se fait descendre en flammes, et surtout, et c'est vraiment un film symbolique à ce niveau-là, il sort, je crois, 1 ou 2 semaines après La Guerre des Étoiles, le premier volet de La Guerre des Étoiles, qui a un destin inverse, et qui est vraiment, avec Les Dents de la Mer sorti peut-être un an ou 2 ans plus tôt, qui est vraiment, La Guerre des Étoiles, le moment de charnière, le point de bascule qui va progressivement, enfin, c'est très paradoxal, j'allais dire qu'il va mettre fin au Nouvel Hollywood, ou plutôt qu'il va le transformer, c'est-à-dire les auteurs en question, Lucas et Spielberg, sont des enfants du Nouvel Hollywood, mais étaient d'ailleurs relativement proches de ceux dont je viens de parler, Friedkin, Coppola, etc., de Palma, bon. Mais ils ont senti le vent tourner, ou plutôt ils ont tenté et réussi de faire tourner à leur avantage ce qu'était le Nouvel Hollywood en l'infantilisant, c'est-à-dire en comprenant que, et je n'ai pas un jugement de valeur, en comprenant que le public à venir et qui pouvait encore plus constituer la masse qui ferait vivre et revivre le cinéma hollywoodien, était un public très jeune, adolescent, voire enfantin, dans le cas de George Lucas. Même si c'est des adultes, je sais pas comment dire. De toute façon, c'est un moment où la culture jeune après-guerre et progressivement devient la culture dominante, en fait, et notamment en termes mercantiles. Tout le cinéma américain, toute la musique américaine, alors la littérature c'est un peu différent, mais il y a un moment avec le rock'n'roll, la culture rock, la contre-culture, où c'est la jeunesse qui imprime et qui impose, qui constitue l'horizon du marché, quoi, du marché de la culture. Et donc, en 2 ans, 3 ans, Friedkin est complètement largué, c'est-à-dire que lui, il est encore sur la lancée d'un cinéma adulte, et même d'un cinéma qui se concentre sur la question de la finitude et de la mort et du mal, là où, tout en affrontant la question du mal, parce que c'est intéressant, Les Dents de la Mer et La Guerre des Étoiles ne parlent que de ça, affronter le mal, sauf qu'on voit bien que c'est pas de la même manière, quoi. Et donc le film se prend une gifle, et Friedkin, si on prend du recul sur l'ensemble de sa carrière, est vraiment un réalisateur qui ne cesse d'aller de l'échec, de l'humiliation à... enfin, il a d'ailleurs connu beaucoup plus d'échecs qu'autre chose, sauf que quand il a connu le succès, c'était quasiment le succès le plus maximal d'Hollywood à ce moment-là. Donc,
pour ces deux films que sont French Connection et L'Exorciste, qui sont des succès phénoménaux. Autour, il n'y a quasiment que des échecs commerciaux, et il ne cesse de lutter, et le convoi de la peur est véritablement le point le plus bas qu'il atteint, aussi parce qu'avant il était au point le plus haut, quoi. Donc le film vaut aussi pour cette dimension historique et symbolique, mais à l'intérieur du film, vous verrez, il ne fait que des choses, on a l'impression qu'il a un pistolet, et que au lieu de viser là, il vise là tout le temps, quoi. Et c'est son sujet, il y a quelque chose d'une forme de haine de soi, de haine de la vie, de haine du... Et en même temps, il essaye de regarder en face ce que c'est que le mal, l'échec, la mort, de façon presque pure, quoi, de façon presque hors sol, quoi. Le film est une espèce d'objet abstrait, et en même temps d'une concrétude, parce que la grande qualité de Friedkin comme réalisateur, c'est l'incarnation, quoi. Il y a une force d'incarnation et de physicalité qui est extraordinaire, sans doute plus poussée que ses autres camarades sur cette question-là, quoi, sur la question de l'expérience réelle, quoi, et la présence. Et avec une pulsion baroque débridée, quoi. Voilà, c'est un film à la fois monstrueux, notamment son prologue, que je ne décrirai pas, mais qui est un des choix narratifs les plus aberrants du cinéma, peut-être. Enfin, moi, je peux pas dire que c'est un film parfait, parce que ça n'a pas de sens. C'est un film qui, en permanence, se confronte à son propre échec. Il fait des choses qui, normalement, ne devraient pas marcher. Il fait des choses qui sont trop... En fait, c'est un cinéaste maximaliste, Friedkin. Quand il a fait la course-poursuite dans French Connection, il avait pour but de faire la course-poursuite la plus longue et la plus spectaculaire de l'histoire du cinéma. Et on voit bien comment c'est problématique aussi, c'est-à-dire il a une pulsion de domination, en fait, réellement. Donc c'est un cinéaste fascinant, mais que j'invite à ne pas regarder de façon béate, comme un génie, ou comme un... À mon avis, ceux qui ne se considéraient... Enfin, il a fini par, encore une fois dans son autobiographie, on le sent, revenir sur cette idée qu'il était un génie. Pour lui, l'image du génie, c'est Orson Welles. Et donc il se déprécie. Il y a une vidéo assez rigolote, et je terminerai là-dessus, où Nicolas Winding Refn l'interview. Donc ça, c'est tardivement, c'est dans les années 2010, je pense. Et il dit oui, on se ressemble, nous deux, parce que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, vous avez fait des chefs-d'œuvre. Et moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai fait Dra, je ne sais plus quel film il dit, celui qu'il a fait après, il n'a pas été reconnu. Alors je pense que c'est un grand film, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Et Friedkin éclate de rire en disant: est-ce que quelqu'un peut appeler une ambulance? Cet homme est fou, il dit qu'il a fait un chef-d'œuvre. Non mais comment vous pouvez dire ça? Orson Welles a fait des chefs-d'œuvre. Citizen Kane, c'est un chef-d'œuvre. Et l'autre est complètement séché parce qu'il se fait remettre à sa place. Et on sent que voilà, il y a toute une vie d'échecs et de prise de conscience. Une légère humilité s'impose, là où l'autre voilà, veut se mesurer à un grand cinéaste et à d'autres encore plus grands. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Merci. Merci beaucoup à votre projection.